Merci de faire confiance à Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À présent, les titres. Au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient aux urnes ce mardi 14 novembre pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant George Weah brigue un second mandat face à lui, un routier de la politique libérienne, Joseph Boaké. À Madagascar, à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le collectif des 10 candidats appelle la population à l'abstention le jour du vote. Les opposants l'ont annoncé lors de leur marche pacifique tenue dans la capitale le lundi 13 novembre. Une travailleuse humanitaire canado-israélienne a été tuée dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Information confirmée par sa famille lundi soir. Le corps de la femme de 74 ans a été retrouvé dans le kibboutz de Be'eri où elle vivait. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient aux urnes ce mardi 14 novembre pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant George Weah brigue un second mandat, face à lui un routier de la politique libérienne Joseph Boaké. Rappelons que George Weah avait triomphé de son adversaire Joseph Boaké lors de la précédente élection de 2017 avec plus de 61% des voix. 6 ans après avoir définitivement troqué les crampons pour le costume de président, George Weah livre ce mardi l'un de ses matchs les plus compliqués. Poussé dans un second tour incertain, l'ancien Ballon d'Or espérait être réélu dès le premier tour du scrutin. Mais le 10 octobre dernier, il n'a obtenu que 43% des suffrages, malgré le soutien d'une large partie des jeunes électeurs. Mais au Libéria, les conditions de vie ne se sont pas améliorées pour les plus pauvres et la corruption que Weah avait promis de combattre est toujours très répandue. Pour preuve, les sanctions imposées par les États-Unis à 5 hauts fonctionnaires libériens pour corruption au cours des 3 dernières années. Un bilan mitigé que souhaite exploiter son adversaire Joseph Boakai, figure de la scène politique libérienne depuis 40 ans. L'ancien vice-président a lui aussi obtenu 43% des suffrages et seulement 7000 voix de moins que le président sortant. Mais âgé de 78 ans, ses détracteurs l'estiment déconnecté de la réalité, dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. Des jeunes qui espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Je veux du travail, une bonne santé, des bonnes infrastructures de santé, la sécurité aussi. Et une paix stable. La chose la plus importante est la paix, peu importe qui gagne l'élection. À l'issue du vote, la commission électorale dispose de 15 jours pour publier les résultats. Le chef du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, était lundi à Nairobi, au Kenya, où il a été reçu par le président William Ruto. Au menu des échanges, la situation sécuritaire au Soudan et dans la sous-région. À ce propos, les 2 dirigeants proposent en urgence un sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est pour une solution consensuelle au conflit soudanais. Le président kenyan William Ruto s'est entretenu avec le chef du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. C'était lundi à Nairobi au Kenya. À l'ordre du jour, des questions liées à la récente situation sécuritaire au Soudan et dans la sous-région. Les 2 dirigeants proposent un sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est pour une solution consensuelle au conflit soudanais. Un conflit qui oppose depuis près de 7 mois l'armée à un groupe paramilitaire avec d'importants dégâts humanitaires, ce qui suscite des craintes pour un retour à la guerre ethnique du Darfour d'il y a 20 ans. C'est officiel au Gabon. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a annoncé hier lundi 13 novembre des élections présidentielles et législatives en août 2025. Ce calendrier doit encore être soumis à une conférence nationale prévue pour avril 2024 à laquelle participeront toutes les forces vives du pays. Pour rappel, le 30 août dernier, l'actuel régime au pouvoir renversait Ali Bongo Ondimba, l'ex-président, suite à un coup d'État. Au Gabon, les élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025.
Ce calendrier électoral doit encore passer sur la table de la conférence nationale prévue en avril 2024 avant d'être validé par toutes les forces vives de la nation. C'est ce lundi à Libreville que le porte-parole de la présidence de la transition, Max Olivier Obamudang, a levé un coin de voile sur ce chronogramme officiel de la transition adopté en Conseil des ministres. Depuis leur prise de pouvoir, les militaires avaient été très peu prolixes sur leurs ambitions politiques. Après le 30 août qui avait vu la réélection d'Ali Bongo puis l'annulation du scrutin, les généraux arrivés au pouvoir avaient invoqué des élections manifestement truquées et un pouvoir corrompu dans l'entourage familial et proche de l'ancien chef de l'État. Brice Oligui Nguema, l'ancien chef de la garde présidentielle devenu président de la transition, avait alors promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections. En Guinée, le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 a repris hier lundi, 9 jours après l'opération Commando qui a extrait de prison 4 des accusés, dont l'ex-dirigeant du pays Moussa Dadis Camara. Si l'ancien président et 3 des accusés ont été rattrapés par les forces de l'ordre le même jour de l'évasion, l'ex-ministre de la Sécurité, le colonel Claude Pivy, lui, est toujours en fuite et recherché par les autorités de l'État. Image. Un siège vide à côté de Moussa Dadis Camara, celui du colonel Claude Pivy, l'homme le plus recherché de Guinée. Il est le seul des 4 détenus à ne pas avoir été repris le 4 novembre, après qu'un commando armé les a exfiltrés de leur cellule de la maison centrale de Conakry. Son avocat assure être sans nouvelles de lui depuis cette date. Ce lundi matin, à la reprise du procès du massacre du 28 septembre, il a demandé la suspension des débats sans succès. Bon, le tribunal a décidé que le procès se poursuive sans lui, sans la présence de mon client, ce qui est d'ailleurs une décision, disons, insensée à mon avis, parce qu'on ne peut pas poursuivre la déposition des témoins dans cette affaire, alors que forcément mon client sera concerné par les témoignages qui vont être faits à la barre de ce tribunal. Un homme en moins dans le box des accusés, mais pour le reste, rien ne semble avoir vraiment changé depuis l'opération Commando du 4 novembre. Le dispositif sécuritaire est le même. À l'entrée de la cour d'appel, les fouilles ne sont pas plus poussées que d'habitude. À l'extérieur, le nombre d'agents mobilisés n'a pas été revu à la hausse. Les avocats inquiets ont demandé au tribunal plus de sécurité pour toutes les parties prenantes au procès. Un procès qui a débuté en septembre 2022 et qui entre ce lundi dans une seconde phase. Après les victimes, ce sont les témoins du massacre qui sont appelés à la barre. Le premier d'entre eux était ministre de la communication de Moussa Dadis Camara au moment des faits. Vous vous sentez en sécurité? Absolument. Je n'ai pas de crainte à venir témoigner parce que c'est d'abord un devoir et ensuite c'est nécessaire à aider à la manifestation de la vérité. Et comme je viens de le dire, nous avons confiance en la justice qui mène le débat et à la capacité de l'État à assurer la sécurité des acteurs qui sont appelés à cette barre. Les audiences reprennent mardi avec de nouveau Tibou Camara à la barre. À Madagascar, à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le collectif des 10 candidats appelle la population à l'abstention le jour du vote. Les opposants l'ont annoncé lors de leur marche pacifique tenue dans la capitale le lundi 13 novembre. Le collectif a appelé les habitants à se comporter comme s'il n'y avait pas d'élection jeudi. Un mois plus tôt, les 10 candidats avaient refusé d'entrer en campagne, dénonçant un scrutin illégitime, notamment en raison de la nationalité française du président sortant Andry Rajoelina, qui le disqualifie selon eux de la course à la présidentielle. À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote à Madagascar, 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré lundi ne pas vouloir participer à l'élection présidentielle. Ils invitent les Malgaches à rester chez eux. L'objectif, c'est toujours de dire à la population, surtout les voteurs, de ne pas aller voter. Engagé lui aussi contre le processus électoral, l'ex-président Heri Rajaonarimampianina ne croit pas dans la sincérité du scrutin. C'est vraiment une élection avec, je veux dire, un forcing d'un candidat pour pouvoir être élu. Donc ce n'est qu'une mascarade.
Cet ancien dirigeant de la Grande Île fait clairement allusion au président sortant André Rajoelina, mais les Malgaches semblent partagés sur la question du boycott. On ne peut pas inciter les gens à ne pas voter, parce que les Malgaches ont le droit de voter. Non. Je ne vais pas voter, je dis, parce que c'est pas bien. Madagascar est en proie à des manifestations et violences depuis l'annonce de la candidature de André Rajoelina pour un second mandat présidentiel. L'opposition menée par un collectif de 10 candidats ne manque pas de mots par ailleurs pour décrier les intentions du président. Ce dernier les a accusés récemment de vouloir semer le chaos dans le pays. Crise Israël-Hamas. Hier, lundi 13 novembre, l'armée israélienne a accusé le mouvement islamiste palestinien d'avoir détenu des otages, d'avoir installé des infrastructures dans un réseau de tunnels au sous-sol d'un hôpital pour enfants au nord de la bande de Gaza et d'avoir utilisé les malades et les déplacés comme boucliers humains. Dans la même journée, les forces israéliennes ont annoncé avoir pris le contrôle du quartier général d'Eman Nofal, un commandant d'unité du Hamas éliminé lors de frappes de dans la bande de Gaza. Nouveaux indices de la présence du passage d'otages dans l'un des hôpitaux de la bande de Gaza. Ce lundi, l'armée israélienne a révélé une vidéo tournée dans un centre hospitalier. Une opération menée par l'unité spéciale de la marine israélienne. Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, entre alors dans l'un des nombreux tunnels du Hamas qui mènent vers la maison d'un terroriste, puis jusqu'au sous-sol de l'hôpital pour enfants Rantissi, au nord de la bande de Gaza. À l'intérieur, une cache d'armes et des équipements de combat. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. Un peu plus loin, le porte-parole montre une moto criblée de balles. Elle aurait été utilisée le 7 octobre lors de l'attaque du mouvement terroriste. Et puis, un peu plus loin, on y découvre des indices de la présence d'otages. Yards from here, we find the chair. A woman, clothes, and a rope. A rope next to the legs. Ou encore ce biberon, ainsi que des couches. Les forces israéliennes montrent aussi cette fiche, ou plutôt ce calendrier qui marque les jours écoulés depuis le 7 octobre. Une fiche sur laquelle il est indiqué qu'une opération est menée contre Israël. Tout un programme destiné aux terroristes du Hamas, chargé de garder les otages. Un hôpital en plein cœur de Gaza, choisi donc comme base arrière par le Hamas. La travailleuse humanitaire canado-israélienne Viviane Silver a été tuée dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Information confirmée par sa famille lundi soir. Ses proches croyaient jusqu'ici qu'elle se trouvait parmi les personnes enlevées par les islamistes palestiniens. Le corps de la femme de 74 ans a été retrouvé dans le kibbutz de Be'eri où elle vivait. Son sort était inconnu depuis l'attaque du Hamas. Le pire est désormais confirmé. Viviane Silver, otage du groupe terroriste, est décédée. L'information a été confirmée par un post sur X du consulat canadien en Israël. Viviane Silver, âgée de 74 ans, était israélo-canadienne. Elle vivait dans le kibbutz de Be'eri, ciblée par les attaques du 7 octobre. Une fin tragique pour celle qui avait œuvré pour la paix tout au long de sa vie. Programme d'aide pour les habitants de Gaza, soins médicaux en Israël. Viviane Silver avait remporté de nombreux prix pour son engagement. En 2014, elle lançait avec d'autres le mouvement pacifiste et féministe Women Wage Peace. Ce dernier compte plus de 45 000 membres. Les autorités israéliennes évaluent à 240 le nombre d'otages aux mains du Hamas. Parmi eux, une militaire dont la mort a été annoncée par le mouvement islamiste Noa Marciano. Le Hamas avait diffusé lundi une vidéo où cette dernière affirmait être détenue depuis 4 jours dans la bande de Gaza.
Toujours dans la crise Israël-Hamas, le Hamas a perdu le contrôle de Gaza. C'est l'annonce faite lundi soir par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Toujours selon les autorités israéliennes, l'équipe de combat de la 7e brigade israélienne a pris le contrôle du Parlement du Hamas, du bâtiment du gouvernement, du quartier général de la police du Hamas et d'une faculté d'ingénierie qui servait de site pour la production et le développement d'armes. Israël dit avoir pris le contrôle du complexe Djizad qui abritait les installations d'entraînement du Hamas, le quartier général des opérations, les centres d'interrogatoire et les centres de détention de l'organisation terroriste. Tout autre chose à présent, à l'occasion d'un nouveau sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, le président américain Joe Biden reçoit cette semaine à San Francisco de nombreux alliés, mais aussi le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants qui appellent à une plus grande stabilité dans leurs relations économiques et politiques se retrouvent pour la première fois depuis le sommet du G20 à Bali l'an dernier. La rencontre entre les deux hommes est prévue demain 15 novembre. Notons que San Francisco accueille depuis le 11 novembre jusqu'au 17 novembre les membres de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC créée il y a 30 ans. Les responsables politiques américains pensaient qu'un commerce vigoureux rapprocherait les pays bordant l'océan Pacifique. Un mot de religion à présent pour clôturer ce temps d'information organisé pour la 3e fois par la Fédération protestante de France. Le dîner des protestants aura lieu le lundi 27 novembre au Palais de la Femme situé à Paris. Ces protestantes qui osent sera le fil rouge de l'événement et mettra en avant l'engagement spécifique de certaines femmes. Après avoir visionné un court-métrage insufflé de l'exposition Femmes d'espérance, Femmes d'exception, les participants pourront regarder ces interviews vidéo composées de témoignages. Cet événement annuel qui réunit des représentants protestants et des autorités d'État telles que Elisabeth Borne, première ministre, ainsi que Bérangère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous de l'actualité africaine et internationale préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Bonsoir.